Quand le réalisateur Ted Kotcheff envoie le scénario de First Blood à Sylvester Stallone, c'est quand même un peu en désespoir de cause. Parce que de Clint Eastwood à Robert De Niro, de Al Pacino à Steve McQueen, globalement toutes les stars hollywoodiennes dont il rêvait pour interpréter John Rambo ont refusé. Elles ont jugé le film, trop violent, trop polémique, globalement trop risqué. Mais par contre toute attente, Sylvester Stallone, qui est devenu une superstar mondiale avec Rocky, lui, il adore l'idée, et comme il l'a fait quand il a fallu créer Rocky Balboa, il va s'investir vraiment dans l'écriture de son personnage et transformer radicalement ce qu'était Rambo dans la première version du scénario. Franchement, tant mieux. Tant mieux, parce que dans la première version, on était sur un pur psychopathe qui était rendu fou par la guerre et qui va s'amuser vraiment à tuer de sang-froid, mais avec plaisir, quoi. Bon alors, pourquoi pas, mais on est quand même sur un personnage beaucoup moins trouble et surtout beaucoup moins complexe que le résultat final. Et du coup, ensemble, le cinéaste et son acteur vont retravailler à l'écriture et vont en faire un personnage tragique, torturé, une sorte de symbole personnifié de l'échec américain au Vietnam et qui se verra pris en chasse par son propre pays. You're the last of an elite group. Don't end it like this. Back there I can fly a gunship. I can drive a tank. I was in charge of $1 million equipment! Back here, I can't even hold a job! Fucking guys! Bon, alors vous connaissez la suite de l'histoire, Le personnage va évidemment devenir culte. Il va être ancré dans la culture populaire comme étant l'un des plus grands et des plus dignes représentants du cinéma d'action bien bourrin hollywoodien des années 80, ce qu'il était pas forcément destiné à devenir. Ça, c'est la faute à des suites qui ont quand même assez dénaturé le perso, qui en ont fait une sorte de machine à tuer bodybuildée, et c'était des suites qui réussissent même pas l'exploit d'être divertissantes, si ce n'est grâce à une VF qui réussit quand même quelques coups d'éclat. Et c'est dommage, parce que moi je trouve que le personnage de John Rambo, il était vraiment plein de promesses, et c'est quand même un personnage qui est assez fascinant. J'adore ce qu'il symbolise, et je trouve que quand on le considère à sa juste valeur, comme dans First Blood, ou même comme le fera Stallone dans John Rambo, qui est, je trouve, une conclusion parfaite, peut-être vraiment le meilleur volet avec le premier, dès qu'on donne un peu de respect et d'amour à ce personnage, ce qu'il représente, c'est quand même assez fort. Bref, j'avais déjà sorti, c'était à une époque où on était moins de 2000 en fait sur cette chaîne. J'avais déjà sorti une vidéo sur ces films un peu oubliés, qui étaient comme Rambo en moins bien, et j'avais parlé de Chasser à mort, de Traqué, qui est vraiment un film que j'adore, et de Portée disparue. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'avais d'autres films en tête. Aussi, j'avais d'autres films que je n'avais pas cités dans une éventuelle partie 2, que je décide de vous faire 3 ans plus tard, avec des films qui parfois sont même vraiment des chefs-d'œuvre. Je parle de films qui sont moins bien que Rambo, parfois ils auraient leur place dans un C'est comme Rambo en mieux. Vous allez voir, je vais en avoir pour tous les goûts, des films qui sont plus proches du premier, et des films qui sont plus proches du 2 et du 3, donc des films qui vont satisfaire vos basses pulsions d'envie de cinéma qui fait tout exploser. Accrochez-vous pour ces films comme Rambo en moins bien. Et on va commencer par le côté bourrin. Je vais pas vous mentir, je sais que la plupart d'entre vous aiment bien quand ça pète de partout. Quand un bon gros vétéran défonce des méchants par dizaines avec des punchlines hyper badass, je comprends, on va pas se mentir, moi aussi j'aime bien ça. Donc les amis, laissez-moi vous parler de Eye of the Tiger, qui est sorti en 1986. Bon alors le lien avec Rambo, vous allez vite le comprendre et vous allez voir qu'on va pas faire dans le sophistiqué. On suit Buck. Buck, c'est un vétéran du Vietnam qui sort de prison et qui rejoint son village avec une seule envie, c'est de mener une vie paisible avec sa femme et avec sa fille. Sauf que le village semble lui être quand même assez hostile et surtout qu'une bande de motards hyper violents à la Mad Max sème la terreur et va avoir la mauvaise idée de s'en prendre à lui. Grave erreur,
parce que Buck va décider du coup de se faire justice lui-même, sans aide du shérif et sans aide de la police, et il va utiliser les méthodes qu'il a appris au Vietnam pour défoncer tout le monde. Et alors je sais ce que vous vous dites, mais ça mon gars, ça pourrait être le pitch d'un bon gros nanar, c'est pas faux, mais attention les amis, Eye of the Tiger, c'est pas réalisé par un tâcheron, hein, puisqu'on est sur un film de Richard Sarafian, c'est quand même le mec qui a réalisé Point Limite Zéro, ou même Le Convoi Sauvage, et clairement dans cette relecture de Rambo / Mad Max, il se régale, il s'en donne à cœur joie. Eye of the Tiger assume tellement son statut de série B ultra typé 80s qu'il ne peut vraiment qu'être jouissif, surtout quand c'est fait avec autant de plaisir et avec autant d'envie de donner au spectateur pile ce qu'il attend quoi. C'est un film qui est vraiment généreux en action de tout genre, et c'est un film qui soigne très agréablement sa réalisation, moi ça m'a assez surpris. Le découpage est fluide, dynamique, et certaines scènes sont même franchement impressionnantes, même si, bon, on reprend clairement tous les passages obligés du genre du cinéma d'action des années 80, avec des motards au look de méchants très méchants, des cascades un peu exagérées j'ai dit, bien exagérées, des facilités assumées pour juste simplifier le rythme, mais voilà, ça reste toujours très très honnête avec son public. Tout est décomplexé, on a un visuel très très marqué, et t'as parfois même l'impression d'être dans un gros western moderne, hyper bourrin, et clairement je pense que quand tu lances Eye of the Tiger, tu t'attends pas à autre chose. Et le film se paye même le luxe de surprendre en prenant un virage que je trouve assez étonnant, que je vais évidemment pas spoiler, mais qui apporte une vraie plus-value à un scénario qui, est quand même une petite succession de clichés, mais des clichés qui sont tellement typés et tellement compréhensibles qu'on les accepte. Par exemple, voilà, ce héros grand cœur, mais qu'il faut quand même pas faire chier sinon il te tabasse la tronche, on aime bien ça. Surtout que le cinéaste semble quand même avoir largement conscience de ce qu'il filme, et il le fait bien quoi. C'est-à-dire qu'il va sélectionner les clichés qu'il se permet de mettre dans son film. Ok, il y a des invraisemblances, ok, c'est parfois too much et ça prend des raccourcis, ça se vautre même dans certains clichés bien pratiques pour qu'on prenne direct qui est gentil et qui est méchant, mais par contre, ça s'embarrasse pas de superflu, ça évite de nous mettre de la romance relou, des bons sentiments, des scènes héroïques trop attendues. Non, en fait, ça s'amuse à prendre tout ce que le cinéaste juge amusant et divertissant dans le cinéma d'action des années 80, et ça te nous concentre dans un film qui s'avère en fait être une série B franchement honnête et idéale pour passer une bonne soirée quoi. I get a feeling. Real quiet and deep. Just before something bad would happen. Same thing in Vietnam. Bon, et alors deuxième film les gars, changement d'ambiance, c'est sans doute le film qui correspond le moins bien à ce titre, parce qu'il aurait complètement eu sa place dans un Rambo en milieu, tellement c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre qui préfigure complètement First Blood, donc le premier Rambo, 20 ans avant sa sortie. Un film vraiment au titre évocateur, c'est vraiment un film fondateur. Rien que son titre, en fait, il caractérise le personnage de Stallone. Seuls sont les indomptés. Bon alors dès le début je vous pose l'ambiance, c'est Kirk Douglas, filmé sur un scénario de Dalton Trumbo par David Miller, et le film part d'un postulat assez génial en prenant dans un premier temps la forme d'un western, mais en opposant notre héros, alors pas aux Indiens, pas aux bandits, mais à la police des années 60, bien plus moderne. Je vais vous expliquer. En fait, l'idée est simple, on va suivre Kirk Douglas, qui est un authentique cow-boy qui refuse de vivre avec son temps, parce qu'on est dans les années 60, et pourtant il se déplace encore à cheval, il refuse la civilisation, il vit dans les grands espaces déserts du Nouveau-Mexique. Et il se voit arrêté par un concours de circonstances, du coup il s'évade, et il est pris en chasse par la police américaine dans une traque haletante. Voilà, alors un homme seul, qui est complètement décalé par rapport au reste du monde, qui ne demande que la paix, mais qui est pris en chasse par la police de son propre pays. Bon, je pense que voilà, le lien avec First Blood, les amis, vous le voyez tous, mais croyez-moi, Seuls sont les indomptés, c'est vraiment une merveille. Okay, cowboy, good night.
Déjà, Kirk Douglas incarne vraiment à la perfection ce personnage qui est à la marge, qui est à l'aise dans la nature dans laquelle il se fond parfaitement, mais qui est directement violent et angoissé dès qu'il s'agit de se mêler à la civilisation. Il est le dernier représentant d'une époque révolue. C'est un personnage qui est en lutte totale contre ce qu'on appelle être le progrès, et je pense qu'à partir de là, vous comprenez bien le discours un peu méta, puisque Kirk Douglas parle évidemment de lui, je veux dire l'acteur old school qui vit et expérimente l'évolution d'Hollywood durant les années 60. Kirk Douglas vit, comme son personnage, un changement d'époque, à l'époque où seuls sont les indomptés. Et le fond est subtil, c'est malin, mais on n'en fait pas des tonnes non plus avec ce discours méta, puisqu'on préfère donner des informations visuelles, on préfère jouer sur le décalage entre deux mondes qui ne se comprennent pas, et du coup on va reprendre tantôt les codes classiques du western, notamment par cette introduction que je trouve magnifique, puis on va instaurer une modernité toute nouvelle dans la mise en scène, notamment dans la séquence de tension où la police, et donc la civilisation qu'elle représente, semble prendre le dessus. Et on a quand même des sacrées séquences, hein, notamment une séquence de course-poursuite tragique, dramatique, sans aucun temps mort. Franchement, c'est un film, je pense que vous le voyez bien aux images, c'est un film moderne et qui se regarde très très bien aujourd'hui. Un superbe noir et blanc, une musique orchestrale de Jerry Goldsmith qui est grandiose, une mise en scène élégante, frénétique, qui va aussi enchaîner les moments d'anthologie pendant 1h45 jusqu'à un final, pareil, que je place sous silence, mais c'est un final qui est surprenant, et c'est un final qui est d'une beauté vraiment terrassante. Je pense que ça va vous rester aussi un long moment en tête. Non, franchement, c'est le grand film qui s'apparente à Rambo, c'est vraiment le chef-d'œuvre du genre. Les liens avec First Blood sont plus qu'évidents et ils ont été maintes fois soulignés de toute façon. Pour quiconque cherche à prolonger l'expérience de Stallone et Kotcheff, foncez, vous allez m'en donner des nouvelles, vous allez vous régaler. Bon alors pour finir, petit retour chez le cinéaste de Rambo. On va retourner chez Ted Kotcheff qui, du coup, 1 an après avoir sorti First Blood, va retourner au Vietnam et va nous pondre vraiment un autre film en fait, un autre Rambo presque, un autre film sur des vétérans du Vietnam qui reviennent pour tout casser, un film sobrement intitulé Retour en enfer. Come on, buddy, we're going home. Bon, alors le pitch, par contre, c'est du classique, hein. On va suivre un ancien Marines qui est à la retraite et qui décide de reformer son ancienne équipe, une équipe d'anciens soldats qui a vécu l'enfer du Vietnam. L'idée, c'est de retourner là-bas et de libérer des prisonniers enfermés, parmi lesquels, il en est sûr, se trouve le fils de cet ancien Marines. Bon, ça aurait pu être un gros sujet, hein, un tel scénario sur une réalité historique, c'est-à-dire ces soldats américains dont on sait même pas s'ils sont encore vivants ou morts. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient au Vietnam et qu'ils ont disparu. Est-ce qu'ils sont emprisonnés? Est-ce qu'ils ont été tués? On n'en sait rien. Et de toute façon, ils sont complètement lâchés et abandonnés par leur pays qui veut juste vite tourner la page Vietnam. Clairement, Ted Kotcheff aurait pu refaire le coup du pamphlet politique camouflé derrière le gros divertissement, comme il l'avait fait avec First Blood, mais bon, je vais calmer directement vos ardeurs, hein, les amis. Retour vers l'enfer, il n'a ni la rage, ni l'impact, ni même la puissance politique d'un Rambo. C'est un pur divertissement burné et bien viril, mais qui a quand même quelques points forts à faire valoir, hein, notamment son équipe commando, qui est composée d'un joli casting. Je parle de Fred Ward, Robert Stack, Gene Hackman, Patrick Swayze. Enfin vraiment, il y a quand même du beau monde dans ce casting-là, et j'ai presque envie de dire que c'est de eux que viendra la force de Retour en enfer.
parce que Ted Kotcheff va prendre le temps de faire vivre ce commando, de suivre leur entraînement, de comprendre qui ils sont, de leur donner une épaisseur, même si, oui, ils sont globalement quand même assez tous stéréotypés. On va quand même s'identifier et s'impliquer dans cette espèce de mission suicide, une mission qui se déroulera concrètement que en deuxième partie de film. Parce que Retour en Enfer fait le choix, qui est assez surprenant, d'être assez économe en action, bien plus qu'un Rambo 2 qui traitait exactement du même sujet d'ailleurs. Donc Retour en Enfer n'est pas non plus à fond dans l'action, mais il va pas non plus au fond de son sujet, ce qui est regrettable un peu, je pense. D'autant plus que quand il s'agit vraiment de filmer l'action et la mission en elle-même, clairement l'ensemble profite de beaux décors naturels, d'une petite atmosphère étouffante, de quelques beaux moments d'action spectaculaires, mais j'aurais aimé que Retour en Enfer transcende un peu plus son sujet, parce que là il doit se cantonner à rester, un sympathique film d'action, marrant à voir dans le sens où c'est le père de Rambo qui réalise Rambo 2 avant même que Rambo 2 n'existe, et on est sur une curiosité qui a des qualités, que ça peut complètement être un film sympa à regarder si vous savez pas quoi mater ce soir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come on, a new record! Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude avec ce format, c'est vous qui allez choisir le thème de la prochaine vidéo. J'ai fait beaucoup de C'est comment mieux ces derniers temps. J'ai un peu envie de rester sur le moins bien, parce que vous voyez bien de toute façon que en vrai ça change pas grand chose, j'ai toujours des très bons films à vous conseiller. Du coup on va partir sur Die Hard en moins bien. Il vous a bien chauffé, il a perdu de très peu face à Rambo, donc je vais reproposer Die Hard en moins bien. Ou alors on part sur le bon, la brute et le truand en moins bien, parce que même là j'ai quand même une sacrée sélection. Voilà, on sort 2 vidéos par semaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a aussi un petit Tipeee qui nous permet de faire ça à plein temps, et ce qui aide énormément à Tercut. N'importe quel petit don aide énormément, et si vous n'avez pas les moyens, un partage est déjà hyper apprécié. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, et nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.